Alors, les parieurs, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, celle-ci, je crois que c'est probablement ma préférée, celle-là. Et la raison pour laquelle c'est ma préférée, c'est parce que j'ai eu l'impression de m'être retrouvé, en fait, dans un mini-combat aérien avec un pan. Une sensation pulsante, comme si ça disait « Regardez-nous, regardez-moi », comme si ça disait « Regardez cette chose ». Ça n'essayait pas du tout de se camoufler. À peu près quelle taille ça faisait? Il est probable que je dirais F. 50 pieds de haut, enfin 40, voire 50 pieds de haut. Non, vraiment, ce n'était pas petit du tout. Alors vous ne vous sentez pas menacé par ça. Vous ne pensez pas que quoi que soient ces choses, elles sont forcément une menace. Non, parce que je crois qu'avec ce genre de technologie avancée, s'ils avaient voulu abattre votre avion de chasse, ils l'auraient fait il y a bien longtemps. Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose de différent ici. Il y a quelque chose de bien mieux, que nous pouvons en tirer plutôt qu'une simple menace. Alors, parieurs, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Alors, de quoi parle la vidéo du jour? Alors, en fait, il est question d'un créateur de contenu sur YouTube qui s'appelle Max Afterburner et qui est également un ancien pilote de chasse. Il est participé à l'émission Weaponized pour nous raconter 5 histoires de rencontres d'ovnis absolument incroyables qu'il avait vécues. Et c'était un épisode vraiment fantastique, je dois l'admettre. J'étais toute folle de joie. C'est moi après avoir vu l'épisode. Tout ce que tu as à faire, c'est de donner ton accord, de dire oui. Vous savez, quand on entend ce genre d'histoire, ça a tendance à vous enthousiasmer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de conneries dans cette communauté, c'est certain. Mais de temps en temps, quelqu'un apparaît qui semble très crédible et qui ne fait que raconter ce qu'il a vu. Il vous décrit simplement l'expérience qu'il a vécue. Il ne cherche absolument pas à vous forcer la main ou à vous imposer quoi que ce soit. Et c'était la voix de Max Afterburner. Vous pouvez retrouver Max Afterburner sur sa chaîne, dont l'affichage est visible juste ici. Il a en fait une vidéo avant parlant de ses rencontres, il y a des mois, mais il n'en a raconté que 2. Alors il est venu sur Weaponized et a raconté toutes ces autres histoires différentes que je n'avais jamais entendues auparavant. Alors, c'est un épisode vraiment passionnant. Nous allons explorer plusieurs de ces rencontres et d'autres éléments de contexte que j'ai trouvés pour un peu, vous savez, y mettre aussi, comme nous le faisons toujours ici sur VETED. Et maintenant, je vais laisser Max nous expliquer un peu plus en détail qui il est. Je m'appelle Ryan, bienvenue sur la chaîne Max Afterburner pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis un ancien pilote de chasse au combat sur F-15E, pilote de F-16 Thunderbird et je n'ai pas encore réalisé de vidéo sur les expériences d'OVNI sur ma chaîne. Et la raison est que je me suis concentré sur d'autres choses, mais il y a aussi eu un certain stigmate pour les pilotes de chasse qui se sont manifestés et ont parlé de ces choses. Mais de toute évidence, ces dernières années, j'ai l'impression que cette stigmatisation a été levée et je suis maintenant prêt à en discuter. Je suis prêt à vous raconter ce que j'ai vu spécifiquement lors de 2 rencontres différentes. J'aurais aimé avoir des images de ça. Je n'en ai malheureusement pas et je suis désolé pour ça. Et il est donc tout à fait compréhensible que Max ait pu ressentir une certaine, vous savez, stigmatisation par le passé, du fait d'avoir souhaité s'exprimer publiquement et de vouloir en discuter, car certaines de ses observations remontent à des périodes comme le début des années 2010, à l'époque où il était encore en train de voler. Et il évoque le fait que de nombreux autres pilotes ont également été témoins de phénomènes similaires. Et vous savez, c'est juste étrange de se manifester publiquement et d'en parler. Et honnêtement, je comprends tout à fait. Alors, pour nous donner un peu plus de contexte sur la crédibilité de Max, ce qui, je pense, est vraiment important pour que vous compreniez qui est ce gars. Ce n'est pas n'importe quel pilote de Cessna, vous savez, ou un pilote pour des vols touristiques. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela, mais il s'agit d'un pilote de chasse avec énormément d'expérience. J'ai donc commencé à piloter le F-15E. J'ai fait ma formation de pilote de l'armée de l'air. J'ai obtenu le F-15E, un avion de combat biplace, et je l'ai piloté au combat. J'ai volé plus de 70 missions de combat. C'était absolument incroyable, je le referai sans aucune hésitation. C'était une façon de vivre complètement folle. C'était une époque vraiment déjantée. Mais j'ai eu la chance de piloter en appui aérien rapproché lors de 70 missions de combat différentes et j'ai ensuite piloté quelques-uns des avions à réaction les plus rapides au monde et les plus maniables du monde, le F-16, et j'ai effectué des figures de précision avec le F-16 pendant environ 3 ans. 2 années complètes, 2 saisons de démonstration suivies par la période de formation et ensuite l'instruction. Alors, durant les 6 derniers mois passés au sein des Thunderbirds, vous devenez instructeur. C'est à ce moment-là précis que j'ai quitté l'armée de l'air pour rejoindre les réserves de l'armée de l'air. Donc, je crois qu'il va sans dire que la crédibilité de cet homme est, vous savez, au plus haut niveau. Et quand il compare cela à tous ces autres vols qu'il a effectués et à toutes les autres missions de combat qu'il a eues, ces rencontres d'UAP sont de loin les plus marquantes. Elles dépassent tout le reste. Je veux dire, écoutez ça.
Et oui, je peux affirmer que j'ai piloté en zone de combat. J'ai participé à des meetings aériens aux quatre coins du monde et malgré tout, ces 2 vols sont parmi les expériences les plus mémorables que j'ai jamais pu vivre. Donc, entre les missions de combat, les vols à basse altitude, volant à 600 nœuds, à 30 mètres du sol, vous savez, je me souviens encore de ces 2 phénomènes d'OVNI ou d'UAP comme si c'était hier et je pense que c'est peut-être le cas pour beaucoup de pilotes de chasse. Quand vous voyez quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre, Il y a un phénomène tellement différent quand on voit un pan. C'est tellement différent de ce que nous avons étudié. tu sais, j'ai passé Des heures et des heures de ma vie. assis dans des bunkers à étudier les diverses menaces que je pourrais envisager, les différents projectiles qui pourraient être lancés contre moi, les modalités par lesquelles le combat aérien serait engagé contre moi venant de la Russie, de la Chine et d'un peu partout dans le monde, en réfléchissant aux forces militaires de ces autres nations qui se mesureraient à moi. Mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à un UAP, à quoi cela ressemblerait concrètement, à ce que cette mission pourrait impliquer ou faire ressentir. Alors pendant ces rencontres, c'est vraiment incroyable de pouvoir se souvenir de tout, comme si j'avais une mémoire photographique. J'ai l'impression de ne pas avoir une mémoire photographique très développée pour la plupart des sujets. Mais lorsqu'il s'agit spécifiquement de ces missions et de ces 2 rencontres bien précises, j'ai l'impression que je peux m'en souvenir avec une précision et un luxe de détails extrême. Alors, c'est très intéressant et ça a du sens que, vous savez, ces rencontres le marquent si longtemps. Maintenant, je dirais que, vous savez, les extraits que je viens de vous montrer viennent de sa propre chaîne, d'accord? Donc, je vais mettre un lien ci-dessous pour que vous puissiez aller le regarder, car il donne plus de détails qu'il ne donne pas ici dans Weaponized. Et encore une fois, il y a d'autres histoires qu'il raconte dans cet épisode de Weaponized. Vous savez, en plongeant profondément dans toutes ces histoires folles d'OVNI et ces témoignages oculaires, j'ai passé énormément de temps à faire des recherches, à monter des épisodes et à vraiment paniquer devant toutes les histoires d'OVNI incroyables que j'entends, et j'ai envie d'aller visiter certains de ces célèbres sites d'OVNI en personne. Mais il y a quelque temps, j'ai eu cette révélation en regardant mon relevé bancaire, où j'ai réalisé que je payais pour un tas d'abonnements que je n'utilisais presque plus. Des choses auxquelles je m'étais abonné il y a des lustres et que j'avais totalement oublié. C'était comme découvrir une dissimulation cachée dans mes propres finances. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser Rocket Money. Et honnêtement, ça a changé la donne depuis. L'application scanne l'ensemble de mes comptes connectés, identifie tous ces abonnements indésirables en un seul et même endroit et me permet de gérer les résiliations directement depuis l'application avec seulement quelques clics, ce qui me fait gagner un temps précieux et met fin à ces prélèvements inattendus et sournois. Et la fonction d'épargne automatisée, c'est du genre on le règle et on l'oublie. Alors je peux enfin aller visiter certains de ces sites d'OVNI en personne. Rocket Money est une application de finances personnelles qui vous aide à trouver et annuler vos abonnements indésirables, surveille attentivement vos dépenses et vous aide à réduire vos factures pour que vous puissiez augmenter vos économies. Qui ne voudrait pas ça? Laissez Rocket Money vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus vite. Rejoignez-nous sur rocketmoney.com/vetted. C'est rocketmoney.com/vetted. rocketmoney.com VUTTED. Ou utilisez simplement le lien dans la description également. Bon, alors, voici une rencontre que Max Afterburner a racontée à Jeremy Corbell et George Knapp dans leur podcast, le Weaponized. Alors celle-ci, je pense que c'est probablement ma préférée. Et la raison pour laquelle c'est ma préférée, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir eu un mini-combat aérien avec un UAP et je ne l'oublierai jamais. Je veux dire, ce que nous étions en train de faire, c'est que nous revenions. C'est quand j'étais vraiment sur les Thunderbirds. Et nous revenions pour la manœuvre d'approche finale des Thunderbirds, où l'on arrivait. On se trouve à environ 400 pieds, soit 120 mètres au-dessus du niveau du sol, et vous êtes en formation très serrée, et chacune effectue une ressource successivement, puis atterrit. Alors, tout ça se passe à la base de Nellis. C'était exactement à côté de la maison de George, juste là. Et donc, on revient, et je regarde le chef avec qui je reste en position de formation, et puis quelque chose attire mon regard. Et tout d'un coup, ce que je vois, c'est tout. La seule façon dont je peux le décrire, c'est d'une forme triangulaire. UAP qui ressemble à un chasseur. Et si je dis chasseur, c'est que ça avait juste l'air d'être fait pour la vitesse. Je veux dire, si vous regardez la différence entre un avion de ligne commercial et un F-15, il est évident lequel est conçu pour la vitesse, n'est-ce pas? Alors celui-ci avait une forme de diamant ou de triangle dont l'avant ressemblait un peu à, vous savez, un serpent mocassin. Vous savez, ça avait l'air très agressif et il y avait, à mes yeux, des sortes de marques de soudure dessus et ça m'a rappelé quelque chose. C'est exactement le même aspect que le Cybertruck d'aujourd'hui. Tu sais, maintenant que j'ai vu ce Cybertruck, je me suis dit, ah oui, ça me rappelle l'OVNI que j'avais vu. C'est presque comme une peinture qui n'aurait pas été terminée sur ce truc. Mais oui, triangle, et il est passé près de moi, m'a frôlé, et c'est une manœuvre que nous utilisons en combat aérien, un dust-off où l'on fait un rapprochement et on s'approche très près. Vous savez, si vous êtes en combat, vous voulez déstabiliser l'autre pilote. C'est le but avant de s'engager avec lui pour qu'il fasse une erreur. Et c'est exactement ce que j'aurais senti à ce moment-là. J'étais là, ce fils de pute vient de me semer. Tu sais, c'était comme juste à côté de mon jet, probablement, tu sais, si je devais deviner, environ 700 nœuds de fermeture, peut-être même plus.
Aucun signe de cockpit. Si je devais deviner sa taille, je dirais peut-être la taille d'une tondeuse à gazon. Peut-être un peu plus grand qu'une tondeuse à gazon. Vous savez, comme un objet de plus petite taille. Mais il avait définitivement ce qui me semblait être une sorte de manœuvrabilité. Donc, un mini-combat aérien avec l'UAP. Bon, ça a retenu mon attention, je ne vais pas mentir. Et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Et plus j'ai creusé, plus j'ai réalisé, il faut vraiment que je fasse une vidéo. Ce gars est super crédible. Il raconte ses histoires avec une précision remarquable. Vous savez exactement comment elles se sont déroulées pour lui. Et il est extrêmement méticuleux dans le choix des mots qu'il emploie et dans la manière dont il décrit chaque aspect. Et encore une fois, quand on est se confronté à tant de balivernes et d'absurdités, c'est vraiment rafraîchissant d'entendre des récits comme ceux-ci, car il existe de nombreux rapports d'UAP tout à fait crédibles, en particulier de la part de pilotes ayant une grande d'expérience que, à mon humble avis, on ne peut pas simplement écarter d'un revers de main. Et rappelez-vous bien, la chaîne de Max Afterburner, ce n'est absolument pas le genre de sujet qu'il aborde, d'accord? Du coup, cela rend la chose encore plus crédible et concrète à mes yeux, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, dans sa vidéo que Max Afterburner a publiée sur sa propre chaîne, il a également parlé de cet incident particulier et il avait d'autres choses à dire qu'il n'a pas incluses dans ce podcast Weaponized comme ceci. Mais ça m'a fait monter l'adrénaline en flèche et j'ai tout de suite pensé, quelqu'un d'autre l'a-t-il vu? Mais avec le F-16, on est dans un cockpit de chasseur monoplace et tout le monde regarde devant, sauf le chef, c'est-à-dire le leader de la formation. Et après qu'on est atterri, je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu as vu quelque chose de normal quand on était en approche finale, tu sais, en arrivant pour effectuer la manœuvre? Eh bien non, il n'avait absolument rien vu. Alors encore une fois, ou une autre situation, vous savez, en tant que pilote de chasse, ou si vous êtes dans un appareil monoplace, vous avez la capacité de ressentir. C'était un peu comme si je me demandais, est-ce que j'ai vraiment imaginé ça? Mais je peux m'en rappeler, avec une clarté aussi vive que la lumière du jour, un objet qui avait une configuration géométrique triangulaire, et sa dimension n'était pas celle d'un avion de chasse. C'était définitivement plus petit. Alors d'accord, c'est vraiment intéressant. Je veux dire, quand on voit un truc pareil, on se met à se demander, bon, attendez, pause. Est-ce que je suis en train de devenir fou? Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu? Ou est-ce que d'autres personnes le perçoivent aussi, n'est-ce pas? C'est une réaction tout à fait normale. Et c'est avéré que la seule personne qui aurait pu potentiellement voir ça n'a absolument rien vu. Maintenant, il est vrai qu'ils auraient aussi pu simplement faire attention à l'incroyable quantité de concentration, vous savez, que demande le type de vol qu'il effectuait avec les Thunderbirds, n'est-ce pas? Donc, vous savez, ça pourrait tout à fait être ça aussi. Mais c'est très intéressant et c'est quand même un élément qu'il faudrait souligner. Je dirais aussi qu'il survole la zone 51 à Las Vegas et par coïncidence près de la maison de George Knapp, ce qui est hilarant. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient peut-être pas, les Thunderbirds effectuent leur entraînement à proximité de la fameuse zone 51. Vous savez, nous nous entraînons régulièrement dans l'espace aérien de Nellis. C'est situé juste à l'extérieur de Las Vegas et il y a eu énormément de choses étranges qui ont été signalées là-bas. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça s'est produit une fois que nous nous sommes rapprochés de la base. Il y a une vidéo qui vient tout juste d'être publiée parlant d'un engin de forme triangulaire. Ce n'est pas exactement ce qu'il avait décrit, Max Afterburner, mais c'est vraiment très proche. Jetez-y un coup d'œil. Après 2 heures sans avoir vu grand-chose d'autre que des traînées de condensation au loin, plus près de 3 heures du matin, j'ai eu droit à un nouveau passage à basse altitude, mais cette fois, l'objet paraissait différent. L'aéronef qui a survolé notre position cette fois-ci semblait se rapprocher d'une forme de triangle parfaitement équilatéral et possédait un bord de fuite plus aplati. Immédiatement, mon esprit retourne à 2 photos prises en 2014 qui semblent montrer un appareil triangulaire encore non reconnu, l'une à Wichita, Kansas par le photographe Jeff Templin et l'autre à Amarillo, Texas par le photographe Steve Douglas. J'avais aussi eu connaissance de témoignages plus récents d'aéronefs en forme de Dorito aperçus dans des zones reculées du sud de la Californie, en particulier la vallée de la mort. Compte tenu de la résolution limitée, nous ne pouvons pas exclure catégoriquement un B-2 ou d'autres appareils Hubble intégrés plus conventionnels.
incliné selon un angle particulier pouvant potentiellement donner l'apparence d'un bord de fuite plat, comme cela a été discuté concernant l'observation d'Amarillo, Texas, certains affirmant que ces photos montrent simplement des B2. Alors, s'agit-il d'un vol d'essai classifié ou d'une simple sortie d'entraînement? Alors, c'est intéressant. Bon, encore une fois, c'est un gars qui ne parle pas d'OVNI, cette chaîne YouTube Uncanny Expeditions qui sort et enregistre ces différents avions qui volent autour. La zone 51, le champ de tir du Nevada, et tu sais, il aperçoit cette espèce de truc triangulaire. C'est genre super intéressant parce qu'il y a d'autres appareils et il peut dire ce que c'est. Mais pour celui-ci, il se dit, je ne suis vraiment pas sûr de ce que c'est, n'est-ce pas? Alors, je trouve ça très intéressant. Et c'est précisément là où Max évolue, aussi. Mais en même temps, et Max serait probablement d'accord ici, nous avons des choses qui ressemblent à ça, n'est-ce pas? Je vous propose de regarder cette vidéo de Northrop Grumman. Et nous avons toujours été à la pointe de l'innovation. Quand le monde exigeait la vitesse, Quand le monde appelait à la plus grande discrétion, l'intelligence, Résistance. la possibilité d'être accessible financièrement, la capacité de s'adapter. et lorsque le monde entier a réclamé l'avenir, rester compétitif dans un monde en constante évolution, c'est là que réside la valeur de la performance. Northrop Grumman. Et un grand merci à The Paranormal Chris sur X de m'avoir fait remarquer l'existence de ce type particulier de technologie qui est actuellement disponible. Nous devons absolument en être conscients, car il existe des technologies capables de prendre la forme des objets que nous pensons repérer. Alors, si, vous savez, avion ou navire pourrait-il être responsable de ce que nous avons vu et des différentes observations que les gens ont faites? Absolument, à 100%, mais est-ce que cela signifie la totalité? Absolument pas. D'autant plus que si vous écoutez Max en parler, il est capable de faire la distinction entre les différentes choses. Et il y a également un autre point très important que Max a abordé lors de cet entretien qu'il a eu avec Jeremy et George. Vous savez, c'est un élément qui est complètement distinct de ses propres observations, mais qui est directement relié à l'une d'entre elles. C'est qu'il a vu quelque chose de similaire à la vidéo gimbal, la fameuse vidéo gimbal qui est sortie, d'accord? Donc, il parle essentiellement des plateformes embarquées sur ces avions et des écrans qu'ils utilisent, n'est-ce pas? L'imagerie thermique, tout ce genre de choses, et ce qu'elle pouvait voir, comment ça fonctionne et tout le reste. Et il se lance dans une conversation qui est vraiment très intéressante. Alors, laissez-moi vous diffuser cette séquence et nous nous retrouverons ensuite juste après, de l'autre côté. Alors, vous avez ces écrans multifonctions dans votre poste de pilotage et donc, vous savez, tant que vous pouvez le voir, ça s'affiche constamment sur votre écran. Mais quand vous pilotez l'avion de chasse dans l'espace aérien, comme cette caméra, elle ne peut pas voir à travers le métal. Et donc, si l'avion lui-même se place entre la caméra et la cible, alors le contact sera rompu et vous ne pourrez plus le voir. Mais oui, ce sera sur votre écran tout le temps et vous pouvez naviguer entre ces écrans. Vous pouvez voir l'écran qu'utilise l'opérateur de système d'armes à l'arrière ou vous pouvez être sur autre chose. Donc, c'est super, une interface utilisateur vraiment géniale dans ces avions de chasse pour pouvoir voir ça. Et donc, les opérateurs des systèmes d'armes, ceux qui sont à l'arrière, quand ils effectuent le suivi des cibles et que vous faites défiler, vous pouvez voir exactement ce qu'ils observent. Par conséquent, vous regardez des images comme des images thermiques s'ils sont en train de capturer des données thermiques. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est ça. Et donc, vous avez probablement déjà vu, pause au vu de ces milliers et des milliers d'heures de vol que vous avez accumulés, pause aussi lorsque vous pilotez en solo, pause par rapport au fait d'avoir un opérateur arrière, pause, vous avez sans doute déjà regardé ce genre de séquence vidéo, n'est-ce pas? Je crois que c'était... Attendez, est-ce que c'était bien Graves, le pilote de F-18, qui s'est manifesté en présentant des séquences vidéo? Des séquences, vous savez, de ce fameux type Tic-Tac, ces fameuses images? Exactement. Le commandant Underwood a filmé les séquences vidéo de l'OVNI Tic-Tac et ensuite d'autres pilotes ont fait des révélations par l'intermédiaire de Ryan Graves, oui. Waker. Alors, je me souviens avoir vu ça et je crois qu'il y avait une vidéo où je pense que c'était le navigateur dans le F-18, vous savez, leur F-18 de la marine qui disait « ce truc va contre le vent » ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, je me souviens d'avoir vu ces images et ça a juste fait un déclic dans ma tête comme « Ah oui, je l'avais déjà vu. » Alors... Je m'excuse. Je vous emmène sur une mauvaise piste. La vraie question, c'est que Georges et moi avons d'autres images que nous serions ravis de vous présenter à l'occasion, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais juste, vous savez, nous essayons de déterminer si vous avez vu une sphère ou bien quelque chose qui ressemble à un orbe. Vous savez, les gens aiment tout de suite avancer cette réfutation facile. Ils disent, eh bien, ce sont, vous savez, des oiseaux ou des ballons. Et je me demandais juste, quand vous entrez dans le cockpit et que vous observez, vous êtes réellement là, en plein vol, à exécuter ces missions. Je veux dire, ce n'est absolument pas la procédure habituelle pour un WSO d'accrocher un appareil, n'est-ce pas? Enfin, tous ceux à qui j'ai parlé m'ont confirmé que ce n'était pas le cas, vous voyez, dans votre expérience personnelle. Ouais, ce n'est pas du tout une chose habituelle. Je ne crois pas avoir jamais vu ça. Vous savez, à moins que ce ne soit un oiseau gigantesque. Ouais. À moins qu'il y ait un ptérodactyle dehors, je ne crois pas qu'ils vont cibler un oiseau. Oui, c'est parfait.
Mais oui, content de le voir après, c'est sûr. Oui, c'est tout à fait ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Jeremy et George ont une vidéo qu'ils veulent lui montrer. Ce qui est plutôt fascinant, c'est qu'ils vont bientôt publier une nouvelle vidéo. C'est exactement ce que je pense, n'est-ce pas? Et il souhaite obtenir son point de vue sur cette question. Mais indépendamment de cela, le simple fait qu'il affirme cela, vous voyez, il accorde en quelque sorte une certaine crédibilité à Ryan Graves, premièrement, mais également à toutes les personnes qui ont filmé ces fameuses vidéos de phénomènes aériens non identifiés qui ont été rendues publiques, n'est-ce pas? Regardez la vidéo Gimbal, d'accord? Elle a été filmée en 2015 à bord de l'USS Roosevelt. C'est celle où ils disent, regardez ce truc, il y a un drone, il y a toute une flotte. Vous savez, vous vous souvenez de cette vidéo, n'est-ce pas? Et ce qu'il est en train de nous expliquer, en gros, pour que vous compreniez bien l'idée générale, c'est que, vous savez... Il a vu ça, n'est-ce pas? Oh oui, aller contre le vent. Oh oui, j'ai vu ce genre de choses. Je ne sais pas, c'est plutôt intéressant, si vous voulez mon avis. Alors, encore une fois, revoyons cette vidéo Gimbal, juste pour nous rafraîchir la mémoire. Mec, il y a un putain de drone, frère. Et il y a toute une flotte. Vérifie sur le SA. Oh là là, mais c'est pas possible. Ils avancent tous face au vent. Le vent souffle à 120 nœuds de l'ouest. Regarde ce truc, mec. Ce n'est pas RNS, n'est-ce pas? Ce n'est pas? Mais c'est un RNS, mec. Eh bien, s'il y a... Regarde ce truc. C'est en train de tourner. Oui, c'est l'événement qui a provoqué une sorte de réaction excessive chez la plupart des gens, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant dans l'interview. Il a dit, ah oui, comme pour ajouter du crédit à ce que ses pilotes ont également vu, n'est-ce pas? Alors, je voulais juste dire que j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, nous allons aborder d'autres observations qui ont été faites par Max Afterburner. Je suppose que je vais commencer par ce qui était le plus similaire à un tic-tac que j'ai vu. C'était en 2010 et 2012, dans cette période-là. En fait, juste avant que je ne me prépare à être déployé. Nous faisions beaucoup d'opérations au large de la côte est des États-Unis. C'est ce qu'on appelle les zones whisky là-bas. C'est une MOA. Donc, il y a des navires et des choses qui opèrent en dessous de vous. Vous savez, le commerce se déroule en dessous de vous. Mais vous êtes en altitude et vous avez généralement la main. En général, vous contrôlez environ 300 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Et parfois, cette zone s'étend jusqu'à 18 000 mètres d'altitude. Donc, vous avez la maîtrise de tout cet espace aérien, ce qui est absolument parfait pour l'entraînement. Vous voyez, vous pouvez y reproduire toutes sortes de scénarios et de situations très variées. La lutte contre-aérienne défensive, la lutte contre-aérienne offensive, la frappe stratégique, toutes ces choses du même genre. Mais en général, pause, je veux dire, cela se produisait à chaque sortie ou presque, ou à l'issue de ce vol, vous aviez terminé votre mission d'entraînement, vous aviez effectué votre grande bataille aérienne. Et puis, au moment de sortir, l'opérateur des systèmes d'armes, qui est assis à l'arrière, possède, vous savez, cette technologie absolument incroyable, que nous surnommons la technologie Gucci, ce qui signifie simplement qu'elle est très sophistiquée. C'est une nacelle de ciblage qui, je veux dire, on peut juste voir des choses incroyables. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts de ce que vous êtes capable de voir avec. Disons simplement, pour le moment, que c'est absolument incroyable ce que vous pouvez réellement voir avec cet engin. Mais en sortant de l'espace aérien, vous savez, presque à chaque mission, nous voyons ces petites orbes. Et pour moi, elles avaient l'apparence de... une sphère, mais pas, vous savez, là, peut-être la moitié de la taille d'une voiture, c'est ce que j'estimerais. Même pause, vous savez, basé sur une partie de la mesure de distance que vous pouvez voir dans cette nacelle de ciblage. Et puis, souvent, ils allaient, vous savez, soit dans le sens du vent, soit dans la direction opposée au vent. Il semblerait que le vent n'ait pas eu vraiment d'importance pour la trajectoire de vol de ces engins. Et l'opérateur des systèmes d'armes qui était à l'arrière, vous savez, il les mettait en ligne de mire et tentait de les accrocher. Et parfois, c'était difficile de les suivre parce que nous étions trop loin ou que l'objet était un petit peu trop petit. Alors, quand j'ai commencé à voir, oui, je crois que c'était d'autres observations au large de la côte. Au large de la côte Est, j'ai commencé à voir des pilotes se manifester et je me suis dit, eh bien oui, on en a vu beaucoup. Donc, c'était juste quelque chose qui, je pense, était une chose tout à fait normale pour nous, où on se disait, oui, ce sont encore ces orbes. Et puis, on pensait que, peut-être qu'ils étaient lancés depuis des navires comme s'ils étaient de petits drones, parce qu'il y a des tonnes de grands porte-conteneurs. Ou des pétroliers en dessous de nous. Alors, on a un peu mis ça de côté, c'est tout. Mais c'était un peu ma première expérience. Encore une fois, ça donne plus de crédibilité à Ryan Graves et à beaucoup de ces pilotes qui ont dit « Oui, on voyait ces choses tous les jours, tout le temps là-bas, n'est-ce pas? » Sur la côte Est. Et je n'en ai aucune idée. C'est encore une fois très intéressant et Max est un type extrêmement crédible. Et combien d'autres pilotes y a-t-il qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui ne sont pas sous les feux des projecteurs, n'est-ce pas? Ils ont juste pris des emplois normaux ou font n'importe quoi. Vous savez, ce ne sont pas des personnalités publiques, si l'on peut dire, qui ont ces histoires. Alors, mon Dieu, vous savez quoi? Il faudrait organiser un événement au Club national de la presse, exactement comme celui que James Fox a mis en place concernant l'incident en Virginie. Il devrait y avoir un événement au Club national de la presse, mais cette fois-ci, uniquement avec des pilotes, seulement des pilotes. Vous savez, des pilotes de chasse qui se présenteraient pour témoigner et raconter précisément ce qu'ils ont observé. C'est exactement ce qu'il faut faire. La force est dans le nombre, c'est clair. Je pense que ce serait vraiment très intéressant. Certains d'entre vous sont peut-être en train de dire, Patrick, mets ça en route. So me now, Ryan.
Quoi? Vous vous rendez compte, vous savez à quel point ce serait compliqué. C'est une vidéo de moi qui essaie de l'assembler. Oui, c'est ce compte qui est toujours actif. Oui, c'est tout à fait ça. Je me retrouverais dans une situation très compliquée. Mais vous savez qui peut savoir? Je n'en ai aucune idée. Faisons un brainstorming, il faut mettre ça sur la table. Je vais peut-être en discuter avec d'autres gens, car ce serait vraiment passionnant. Ryan Graves devrait s'en charger, vous ne trouvez pas? Il devrait prendre la tête de cette initiative et mettre sur pied un événement de ce genre. C'est la personne la plus compétente pour réaliser une telle chose. Voilà, en tout cas. Passons à cette prochaine observation, parce que c'est probablement ma préférée, juste dans le sens de ce qu'il décrit. C'est absolument dingue et je n'ai jamais rien entendu de pareil. Et là, à mesure que cette chose se rapprochait, j'ai donné un coup de coude au pilote qui était à côté de moi et je lui ai dit « Hé, regarde ça !» Et il a fait « Ouah !» Et même avant cela, j'avais commencé à distinguer ce qui me semblait être une sorte de carré pulsant. Alors, c'était presque comme un carré parfaitement formé, d'un blanc éclatant sur les bords, et puis ça passait à une couleur crème vers le centre, et ensuite c'était juste transparent au milieu. On pouvait en fait voir à travers. Mais enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi? Mais enfin, je veux dire, c'est complètement fou, c'est absolument insensé. Écoutez, c'est un pilote de chasse tout à fait normal, quelqu'un de très posé, de très sensé, qui est en train de nous décrire quelque chose qui, honnêtement, semble venir d'un autre monde, qui dépasse l'entendement. C'est presque comme s'il s'agissait d'un portail dans le ciel, n'est-ce pas? Mais, franchement, quelle histoire absolument incroyable et fascinante. Je vous le dis, je peux vraiment être émerveillé par ce genre de choses, mais à l'instant où je sens que c'est du baratin, je perds complètement le fil de la conversation. Mais quand je pense que quelque chose est crédible, franchement, je suis tout aussi enthousiaste et passionné par ce genre de choses que la plupart d'entre vous, n'est-ce pas? Surtout une fois que j'ai franchi ce fameux seuil de « bon, je crois que cela a une certaine crédibilité », n'est-ce pas? Et ce type en particulier semble extrêmement crédible. Je veux dire, c'est probablement la personne la plus digne de confiance comme témoin de phénomènes aérospatiaux non identifiés que j'ai jamais entendus. C'est vraiment les meilleures histoires, sans aucun doute, n'est-ce pas? Et quand j'entends des récits de ce genre, je veux dire, immédiatement, mon cerveau fait un lien. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette fameuse affiche, celle de la série X-Files, qui dit « Je veux croire », vous voyez? C'est un peu comme si on me transportait à l'époque de ma jeunesse, quand j'étais complètement absorbé et passionné par ce genre de choses. Vous savez, fondamentalement. Oui, c'est vrai, c'est absolument fascinant. Et ce qui est incroyable, c'est que ça ne s'arrête pas du tout là. J'ai dit ça à Jérémy. C'était dans ma tête, j'ai, vous savez, joué à des jeux vidéo dans ma vie et ça m'a rappelé un peu Mario Bros. Genre, et passe par ici pour aller au niveau suivant. C'est ce que ça m'a semblé, comme une sensation pulsante. Genre, regarde. Regardez-nous. Regardez-moi. Genre, regardez cette chose. Il n'essayait absolument pas de se camoufler. Bon, ces images sont juste absolument incroyables. C'est complètement fou, vous ne trouvez pas? Jetez un œil à celle-ci, juste là, regardez bien. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, certes, ce sont des versions générées par l'IA de ce qu'il a observé, mais c'est exactement ce qu'il a imaginé. Imaginez voir une chose pareille, quelque chose comme ça dans le ciel, mais qu'est-ce que c'est? Et il n'était pas le seul à l'avoir vu, n'est-ce pas? C'est juste complètement fou. C'était de quelle taille environ? Je dirais qu'il faisait probablement 50 pieds de haut, genre fait 40 à 50 pieds de hauteur. Ce n'était vraiment pas petit. Je veux dire, cette chose est absolument gigantesque, pause, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose d'énorme, les amis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte l'histoire de la nécessité de le signaler et à quel point cette procédure est inhabituelle. Mais ils l'ont bel et bien fait et il existe un rapport officiel de tout cela. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait, mais vous allez observer la stratégie, le jeu d'échecs qui se déroule autour de cette situation. Elle est arrivée tout près de nous. Je pouvais distinguer sa silhouette, son carré. Et puis, en un instant, disparu. Il ne semblait pas se déplacer à une vitesse très élevée, car la ligne de visée n'indiquait pas, par exemple, une vitesse fulgurante, un peu comme ce dernier l'OVNI de la taille d'un avion de chasse dont je vous avais parlé, mais plutôt un mouvement calme et régulier, un « whoop », et le voilà. Et donc, après cela, si vous apercevez quoi que ce soit d'inhabituel, vous devez contacter l'ATC, le contrôle du trafic aérien. Et donc, devinez qui a eu la chance de faire ça? Ouais. Et ce pilote-là, le pilote qui était à côté de moi, il n'a pas vraiment voulu en parler beaucoup après cette journée-là. C'est juste le sentiment que j'ai eu de sa part. Mais il a dit « Hey, il faut appeler le contrôle aérien et faire, tu sais, un PIREP, un rapport de pilote. Alors, bonne chance. » Donc, oui, j'appelle le contrôle aérien. Vous savez, contrôle aérien, je dois signaler un objet anormal. Voici à quoi il ressemblait pour moi. C'était un carré avec des bords lumineux et pulsants, d'un blanc très éclatant. Pourriez-vous marquer cette position pour les autres trafics derrière nous? Et il y avait d'autres communications radio à ce moment-là, vous savez, et donc le contrôle aérien dit « Bien reçu, merci ». Mais ils ont quand même posé des questions de clarification. Ils ont dit « Pouvez-vous nous redire la couleur ?» Donc, ils l'ont pris au sérieux. Mais ils étaient aussi choqués, ce que je comprends. Je veux dire, c'est normal. On ne reçoit pas très souvent ce genre de PIREP. PIREP signifie Pilot Report, ou rapport de pilote. Et
puis j'ai entendu quelques autres appareils sur la même fréquence prendre la parole et dire d'accord, on va surveiller. Vous savez, des choses comme ça. Et tout le monde était un peu comme et on n'a rien vu, on n'a rien entendu les 2 jours suivants. Nous avons bien rédigé un petit rapport, simplement pour des choses que nous devions faire, mais il n'y a pas eu, vous savez, de signalement de qui que ce soit d'autre l'ayant vu. Bon, quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce que je disais, cette histoire en particulier, je la trouve vraiment, mais alors vraiment fascinante. Et encore une fois, c'est d'autant plus intéressant que ça vient de quelqu'un d'aussi fiable et crédible que Ryan, que l'on connaît sous le nom de Max Afterburner. Très bien. Nous allons maintenant passer à la suite. Jérémy et Georges. Et en particulier George, qui pose une question vraiment excellente à la fin, ou plutôt au beau milieu de cet entretien. Et j'ai trouvé la réponse de Ryan absolument fascinante, vraiment très intéressante. Une théorie sur la nature de ces êtres, de ces choses ou du phénomène que je n'avais jamais entendu. Et c'est vraiment inhabituel dans ce domaine, car j'ai tout entendu. Alors, je dois l'admettre, cela peut sembler un peu nationaliste, voire même patriotique d'une certaine manière, mais c'est assurément une réponse qui, encore une fois, je n'ai jamais entendu ça avant. Est-ce que vous vous permettez de spéculer sur ce que sont toutes ces choses, d'où elles viennent et ce qui se passe là-haut? Oui, tu sais, je crois que oui, je l'ai fait récemment. Alors, après d'avoir fait la vidéo, j'ai un peu tout déballé en me disant, je vais juste être honnête sur ce que j'ai vu, raconter mon histoire et laisser chacun décider par soi-même. Donc, vous savez, je peux aller dans des... ça vous dérange si je m'aventure dans des sujets un peu plus profonds ici? Bien sûr, vous pouvez... Vous savez, je pense qu'avec toutes ces histoires d'ovnis, je veux dire, on a vu qu'il y a l'ovni Méduse. Vous savez, il y a des ovnis qui ont été vus dans des zones de combat, qui ont été, vous savez, frappés par des missiles Hellfire et il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, je me demande constamment pourquoi devrions-nous voir ça? Quel est le but de tout ça? Et je pense qu'il y a une chose qui ne cesse de me revenir à l'esprit. Et il me semble que si notre armée, tel on nous projette quelques milliers d'années dans le futur, la technologie, les technologies que nous possédons, est-ce qu'il y a un moyen pour nous de récupérer cette technologie aujourd'hui pour éviter qu'une situation folle et terrible ne se produise? On parle de guerre nucléaire, quelque chose comme ça. Vous savez, si mon cerveau militaire était rapide, projeté de 2000 ans dans le futur et que je pouvais faire ça et le confier, vous savez, à ceux que je considère comme les bons, je vois l'armée américaine comme la plus grande force du bien sur la planète. Vous savez, on peut contester ça, ou ce n'est pas parfait. Je ne dis pas ça, mais je pense que nous sommes la plus grande force du bien sur la planète si on regarde l'histoire. Alors si j'étais dans le futur et que je pouvais remettre cette technologie entre de bonnes mains, je le ferais. Pourquoi pas? J'essaierais de le faire parvenir à l'armée américaine, ou du moins de le faire entrer dans l'esprit des décideurs et des innovateurs de l'armée américaine, afin que nous puissions commencer à développer des choses qui sait, peut-être que cette technologie mènera à une forme de dissuasion pour une guerre nucléaire, vous savez, à l'avenir. Vous savez, je pense que l'idée que l'armée américaine s'offre un cadeau à elle-même pour être plus efficace est plausible. Et je pense, pour moi, c'est ce qui a du sens la plupart du temps. Ce n'est pas la seule théorie que j'ai, mais c'est l'une des principales que j'ai adoptées. Alors vous ne vous sentez pas menacé par ça? Vous ne pensez pas que ces choses, quelles qu'elles soient nécessairement une menace? Non, parce que je pense qu'avec ce type de technologie avancée, s'ils avaient voulu abattre votre avion de chasse, ils l'auraient fait il y a longtemps. Vous savez, je pense qu'il y a quelque chose de différent ici. Il y a quelque chose de bien meilleur que nous pouvons en retirer qu'une simple menace. Alors, vous savez, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Le premier point, c'est qu'il ne pense absolument pas qu'il constitue une menace, ce qui, honnêtement, est un point sur lequel je suis plutôt d'accord. Mais dans le même temps, jusqu'à ce que vous soyez absolument certain de cette chose, vous êtes obligé d'adopter une posture un peu défensive et de considérer qu'il constitue une menace, du moins partiellement. Mais indépendamment de cela, vous savez, c'est lui, l'expert en matière de combat. Pas moi. Il a le livre, L'art de la guerre, juste derrière lui, n'est-ce pas? Mais sa théorie sur qui ils sont, n'est-ce pas? Il pourrait être... vous savez, nous, les gens qui viennent du futur, des Américains qui arrivent du futur pour nous donner des choses qui nous sont vraiment spécifiques, ou bien simplement des entités, vous savez, qui tentent désespérément de nous communiquer quelque chose, vous savez? Les Américains ont cette technologie parce que nous sommes la force de combat la plus efficace sur la planète, donc ils veulent que nous l'ayons, n'est-ce pas? Donc, il pourrait s'agir soit d'Américains du futur, soit d'humains du futur qui auraient décidé que l'Amérique, à cette époque, est le peuple le plus apte à posséder cette technologie et ou simplement c'est UTI qui estiment que les Américains sont les meilleurs. Encore une fois, très patriotique et nationaliste si l'on se place du point de vue américain. Mais, vous savez, cela étant dit, il semblerait que beaucoup de pays possèdent ces engins et en aient récupéré, donc je n'en suis pas si sûr, n'est-ce pas?
qu'ils ne font pas un travail satisfaisant, n'est-ce pas, si telle est la situation, parce que c'est un phénomène mondial, n'est-ce pas? Et plus vous sortez, voyez et étudiez, plus vous réalisez que chaque pays a une tradition, une histoire qui remonte loin, et quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous n'en connaissez probablement que quelques-uns venant d'autres pays, mais c'est présent partout et ça remonte à une époque lointaine. Donc, vous savez, je n'adhère pas vraiment à cette théorie, malheureusement. Mais encore une fois, c'était une théorie unique que je n'avais jamais entendue auparavant, ça c'est sûr. Alors, écoutez, je voudrais faire une dédicace spéciale à Max Afterburner, Ryan, pour... Juste un témoignage extrêmement cohérent et d'une grande lucidité concernant des phénomènes qu'il a observés dans le ciel et dont il ne peut fournir aucune explication. Et j'ai trouvé que son approche était tout à fait mesurée et pleine de bon sens. Et nous avons besoin de personnes plus crédibles comme ça pour se manifester et parler de ces sujets. C'est là que nous gagnons en crédibilité. Pas le type qui dit « J'ai été cloné et j'ai fait des missions spatiales secrètes sur Mars pendant 20 ans. » Vous savez qu'est-ce que... C'est juste de la folie, non? Des gens qui changent leurs histoires, ceci, cela, toutes sortes d'absurdités. On a besoin de gars comme ça qui se manifestent, car c'est ça qui m'enthousiasme. C'était donc une vidéo sympa à faire, quelque chose auquel j'adhère. Nous ne disons rien de particulier et n'avance aucune affirmation extravagante. Il vous expose simplement ce que vous avez vu. C'est à vous de vous forger votre propre opinion. Nous avons besoin de davantage de ce genre d'initiative. Alors, un grand bravo à George et Jeremy pour avoir reçu Max Afterburner et pour en avoir discuté. Et j'ai hâte de voir tout ce qu'ils, vous savez, tout ce quoi ils travaillaient ensemble. Et peut-être que George et Jeremy ont bien une nouvelle vidéo qui sortira bientôt. Et vous savez, Max pourrait les aider avec ça. Mais quoi qu'il en soit, phénoménal. J'ai vraiment adoré. Et voyons aussi, Ryan Graves veut mettre sur pied cet événement au National Press Club avec uniquement les pilotes qui viendraient témoigner, qui parleraient de toutes ces choses, n'est-ce pas? Exactement le genre d'histoire comme celle-ci. Allez, tout le monde. Très bien. On se retrouvera pour la prochaine fois. N'oubliez pas de nous. Chaque jour est un cadeau, mes amis. Peace. Salut Patrick, je viens tout juste de voir ta vidéo à propos de Trump concernant la publication de ces informations sur le dossier de la divulgation des ovnis en 2026. J'ai actuellement exactement le même sentiment pose et ça n'a absolument rien à voir avec un initié qui m'aurait fait des révélations juste en observant la suite des événements qui sont en train de se dérouler. Et en tant que chrétien qui croit fermement en la Bible, je crois que la prophétie nous indique que tout cela va se produire. Lorsque vous prenez connaissance du texte de l'Apocalypse, au chapitre 16, versets 13 et 14, il y est fait mention de 3 grenouilles, de 3 esprits impurs qui ont l'apparence de grenouilles et dont le but est d'unir l'ensemble des forces militaires de ce monde entier afin de les engager dans une confrontation contre le retour imminent du Christ. Et alors pourquoi est-ce que Trump annoncerait la révélation de ces secrets pendant une période de... C'est des sujets plus importants à aborder comme les guerres et d'autres choses de ce genre. Ouais. Je crois que tout cela s'inscrit dans le cadre d'un programme bien établi, que cela fait intégralement partie du plan qui vise à annoncer l'arrivée de ces sauveurs cosmiques, dont le rôle sera d'instaurer la paix au milieu d'une période de si grande calamité. Par conséquent, cela correspond parfaitement à la manière dont j'anticipe les événements. C'est quelque chose à considérer, mon ami. J'espère que tu vas garder l'esprit ouvert et que tu vas vérifier ça. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, mon frère. Au revoir.